Premier niveau de lecture, donc une lecture thématique autour de la maladie. Séminaire. Le séminaire porte sur la maladie, il faut en premier toujours parler de la maladie. La maladie qui va aboutir à la mort d'Aschenbach. Je vais essayer de bâtir mon argumentation autour de trois arguments et je commence tout de suite par le premier argument qui est la maladie proprement dite, donc le niveau le plus clair de la maladie si vous voulez, la maladie physique. Ici, il s'agit d'une maladie collective, puisque tous les habitants de Venise, les Vénitiens, sont concernés par le choléra. Si je lis le récit, le choléra n'apparaît qu'au chapitre 6, certes, et pourtant, dès l'incipit, le premier texte que je vous ai donné, dès l'incipit, nous avons une phrase qui déjà annonce cette maladie, puisqu'il s'agit d'un après-midi de printemps, de cette année 1900 qui, des mois durant, sembla menacer si gravement la paix de l'Europe. Donc l'adverbe gravement est un signe, si vous voulez, proleptique, un signe avant-coureur de ce qui va arriver au chapitre 6. Mais c'est surtout la fin du deuxième paragraphe, donc du premier texte, ayez devant vous le premier texte, c'est la fin du deuxième paragraphe qui est une fin troublante, puisque lorsque Aschenbach sort de chez lui dans la ville de Munich, eh bien, ses pérégrinations, sa promenade le conduit vers le cimetière du Nord. Le cimetière du Nord. Et au début du troisième paragraphe, il parle des monuments funéraires, les croix, les pierres tombales, les mausolées faisaient comme un autre cimetière, inhabité celui-là. Rien n'y bougeait et en face, la chapelle où l'on bénit les morts. On entre donc dans un récit qui place comme premier toponyme le toponyme du cimetière. Et tout le récit va nous conduire vers un cimetière non plus vu par le personnage d'Aschenbach, non plus lieu de promenade ou lieu d'attente, mais lieu réel, puisque ça va être sa chaise à la fin du récit qui sera son cercueil, voire son cimetière. Donc on peut dire que le récit est entièrement construit comme la chronique d'une mort annoncée ou la chronique d'une maladie annoncée qui se terminera par la nouvelle, je cite la dernière phrase du récit que je connais par cœur, la nouvelle de la mort d'Aschenbach fut accueillie avec une religieuse émotion. Ce sont les chapelles du début, ou bien la chapelle où l'on bénit les morts du début, qui vont donner la religieuse émotion de la fin. Plus encore, dans l'incipit, à la fin de l'incipit, nous avons donc gravé sous le portique, au-dessus des deux bêtes de l'Apocalypse. Nous avons gravé une apparition bizarre, l'apparition d'un homme étrange, au-dessus des deux bêtes de l'Apocalypse. L'Apocalypse, il s'agit bien sûr de l'Apocalypse de Jean, c'est-à-dire la révélation de la fin du monde. Et donc cette Apocalypse elle-même préfigure aussi le choléra, comme tout fléau, comme toute épidémie, et pour nous, toute pandémie, a une résonance qui est une résonance de fin de monde, une résonance apocalyptique. Ce sont des questions que l'on se pose tous aujourd'hui. Je ne veux pas vous déprimer, mais on se dit, mais quand même, c'est dans le monde entier, est-ce que ce serait la fin du monde? Si on continue de manière exponentielle, comme ça se passe, est-ce que ce serait l'apocalypse? Donc le choléra, sans qu'il soit nommé, est déjà présent dans l'incipit. Nous avons aussi dans l'incipit la présence d'un homme étrange. Ça se termine par un homme étrange qui apparaît. C'est la dernière ligne du texte que je vous ai donné. La vue d'un homme étrange vint tirer Aschenbach de sa rêverie et imprimer à ses pensées un tout autre cours. Qui est cet homme étrange? Cet homme étrange représente le psychopompe, c'est-à-dire Caron, qui va emmener Aschenbach de la rive de la vie à la rive de la mort. D'autant que l'homme étrange va revenir dans tout le récit. Il revient vraiment à la manière d'un leitmotiv, il revient presque comme un motif musical. Et Visconti va utiliser aussi la figure de cet homme étrange. Dans le récit, il revient pour la première fois sous la forme du batelier, le gondolier, qui va conduire Aschenbach et ses bagages à l'île et à l'hôtel du Lido.
Et pourtant, Achenbach dit au batelier, mais moi je ne vous ai pas demandé, moi je ne veux pas aller avec vous, moi je veux prendre un vaporetto qui est public. Et puis le batelier insiste, le voyageur insiste. Et bien sûr, il a une dimension ici symbolique qui est liée à celle de la maladie, qui est liée au choléra, qui est le passeur, mais un passeur mortuaire, un passeur funèbre. Et les bagages d'Achenbach sont déjà, si vous voulez, son cercueil. Mais ça, on ne le sait que rétrospectivement. Enfin, dans le chapitre 6 lui-même, à la page 99, voici aussi quelqu'un qui joue le rôle de passeur, de caron, qui pose la question, un inconnu qui pose la question à Achenbach et qui lui dit « Monsieur, vous restez, vous n'avez pas peur du mal. Attention, on désinfecte Venise, le sirocco est accablant. » Le vent, hein, le sirocco, le vent chaud est accablant. Donc le choléra est bien là. Et le choléra se fait annoncer, comme dans la littérature fantastique, le choléra se fait annoncer par des délégués, par des suppôts, si vous voulez, qui sont autant de psychopompes, qui sont autant de carons pour emmener Achenbach de la vie vers la mort. Au niveau symbolique, si la maladie n'est pas seulement le choléra, proprement dit, c'est qu'elle prend une dimension autre qui est une dimension symbolique. Que signifie en fait le choléra à Venise? Le choléra a pu bien exister à Venise, mais il prend une autre dimension. Alors je peux comprendre peut-être cette dimension si j'explique l'onomastique du nom Achenbach, et je vous ai donné d'ailleurs comme exercice une étude de l'onomastique. On peut voir dans Gustave Achenbach la référence à Gustave Mahler en 1, bien sûr, au musicien. On peut voir dans Gustave Achenbach la référence au personnage du Tannhäuser de Richard Wagner qui s'appelle, lui, Eschenbach. Mais on peut aussi découper le mot Achenbach en H, H et Bach. H veut dire en allemand, comme d'ailleurs en anglais, Ashes, veut dire les cendres. Et Bach veut dire le ruisseau. Donc le personnage d'Achenbach est un ruisseau de cendres. C'est un écrivain qui est maintenant en cendres parce qu'il est en manque d'inspiration. Il ne sait plus écrire. Il est au crépuscule de son œuvre. Il est au crépuscule de son brio. Et lui va ressentir le manque de la jeunesse, le manque d'inspiration à travers le personnage de Tadzio, avec cette phrase « Le garçon manqué, Tadzio manqué, l'inspiration lui manque ». Achenbach en cendres représente, si vous voulez, tout poète maudit, tout écrivain maudit, ou en tout cas le caractère propre à l'Allemagne, à l'allemand, le caractère typiquement germanique et typiquement romantique, qui est le caractère du mélancolique. Et le choléra sera symboliquement la maladie de la mélancolie, sachant que, attention, depuis Hippocrate, la mélancolie est une véritable maladie hormonale. La mélancolie, c'est cette tristesse qui est liée toujours à ce qu'il y eut avant et qu'il n'y a plus aujourd'hui. Et donc, le choléra représente la caractéristique allemande depuis Goethe, parce que Goethe, c'est le premier romantique que toute l'Europe ait connu, le premier véritable romantique du mouvement romantique. Et donc, cette mélancolie représente le caractère germanique, le caractère allemand, le caractère qui est à la fois la grandeur de l'allemand, mais aussi sa secrète faiblesse. C'est pourquoi, rappelez-vous, le printemps, qui est la saison du renouveau, s'accompagne d'un sentiment de menace avec l'adverbe gravement, menacer si gravement la paix de l'Europe. D'ailleurs, Achenbach plus tard, lorsqu'il va rencontrer Tadzio, il dit Tadzio avait en lui une poétique légende des âges primitifs. C'est un peu vraiment, c'est typiquement, le mélancolique qui est toujours à la recherche des légendes, de ce qui est primitif, de ce qui est ancien, puisque ce qui est ancien, c'est ce qu'il y avait de plus beau. Et aujourd'hui, nous avons été séparés de la perfection ancienne et nous entrons dans la nostalgie de l'ancien. Le choléra est cette maladie même. Le choléra est cette mélancolie. Le choléra est le crépuscule de l'artiste déchu, dans laquelle déchéance dans laquelle s'apprête à se fondre et l'homme et toute son œuvre en mal d'inspiration.
À un troisième niveau, non plus seulement symbolique cette fois-ci, mais allégorique. Allégorique, ça veut dire que le choléra sera une maladie concrète, mais qui représente une véritable idée abstraite. Et cette idée qu'incarne le choléra, c'est l'idée de la Première Guerre mondiale, des troubles, du nazisme, de l'hitlérisme qui pointent à l'horizon, alors que nous sommes au lido, c'est-à-dire nous sommes à la belle époque. La première phrase, j'y reviens toujours, mais vous me connaissez, hein, l'incipit stricto sensu, c'est-à-dire la première phrase d'un récit contient généralement le sens de toute une œuvre. Donc, cette première phrase dit, par un après-midi de printemps de cette année 1009, 3 points de suspension. Pourquoi? Parce que nous sommes encore au début du XXe siècle, c'est-à-dire la période de la Belle Époque, qui des mois durant sembla menacer si gravement quoi? La paix de l'Europe. Donc, le choléra va venir menacer la paix de la Belle Époque. Et le choléra, sur le plan allégorique, représente la fin de la Belle Époque, la fin d'un monde. Ce que Stefan Zweig appelle avec beaucoup d'amertume avant de se donner la mort à cause de la fin de ce beau monde, ce que Stefan Zweig appelle dans son magnifique livre le monde d'hier. Lorsque le choléra arrive, le monde d'hier est menacé. Et bizarrement, ça arrive avec chaque fléau. On peut dire qu'aujourd'hui, le coronavirus est aussi une allégorie de la fin d'un monde. Quel monde est en train de finir? Le monde d'hier. Le monde d'hier est toujours plus beau que le monde d'aujourd'hui, parce que le monde d'aujourd'hui est le monde menaçant, est un monde grave, est un monde où maintenant je vous parle à travers un ordinateur, est un monde où je ne peux pas embrasser mon prochain, est un monde où je ne peux pas sortir de chez moi. Donc, allégoriquement, c'est la dimension politique, si vous voulez, de l'œuvre, c'est tout un monde qui est en train de s'écrouler avec le choléra. La lecture est encore plus renforcée par l'évocation de cet hôtel du Lido où se retrouvent toutes les nationalités européennes. Il y a comme un condensé linguistique. Nous avons, je crois, dans le deuxième texte, cette phrase « On entendait parler à mi-voix les principales langues de la terre ». Plus tard dans le texte 3, le narrateur dira ici se parlaient toutes les langues pêle-mêle, polonais, français et aussi des idiomes balkaniques. Donc vraiment, c'est un condensé de l'Europe que représente le lieu du Lido, l'hôtel du Lido, et le choléra vient ici menacer cette Europe qui se trouve dans le Lido. Et puis, je terminerai avec le cauchemar d'Aschenbach. C'est à la fin du récit. Aschenbach fait un cauchemar terrible et il nous raconte son cauchemar et il dit « J'ai vu dans mon cauchemar, j'ai vu, je le cite, un tumulte, un fracas, un brouhaha fait d'un bruit de chaînes, de trompettes, de grondements sourds, pareil au tonnerre, un certain hurlement avec des ou prolongés. » Et il continue sur tout un paragraphe. Eh bien, ce tumulte, ce fracas, ce brouhaha, c'est un peu l'apocalypse, mais c'est surtout la Première Guerre mondiale. La Première Guerre mondiale qui est en train de se voir dans le rêve prémonitoire d'Aschenbach, et qui donc représente le choléra comme étant l'apocalypse de la guerre, lié aussi, il faut le dire, lié à l'apparition de cette divinité étrangère qu'est Tadzio. Je me demande, et là c'est une lecture toute personnelle, hein, je ne sais pas si elle se défend, mais je me demande si Tadzio, qui est souvent évoqué par la périphrase une divinité étrangère, si Tadzio n'incarne pas, même s'il est polonais, hein, mais s'il n'incarne pas par sa blondeur, par sa beauté, par sa perfection, n'incarne pas cette race aryenne que l'Allemagne veut absolument sauver du reste du monde. Comme si Tadzio, à Venise, parce que n'oubliez pas que Venise c'est aussi l'Italie, hein, l'allié de l'Allemagne à l'époque, le fascisme et le nazisme, comme si Tadzio, à Venise, c'était vraiment l'idéal arien, l'idéal allemand par excellence, c'est l'idéal pour lequel l'Allemagne va se battre, pour lequel l'Allemagne va tuer l'Europe, comme le choléra, et pour lequel l'Allemagne va aussi mourir, comme Aschenbach allemand va mourir pour Tadzio. Donc j'ai essayé de vous montrer par 3 sous-arguments la dimension thématique du choléra, en partant d'abord de la maladie physique,
du choléra, donc le cimetière physiquement, hein, la chronique de la mort annoncée. Deux, la maladie symbolique, le choléra symbolise la mélancolie de l'écrivain allemand, germanique, romantique déchu, en mal d'inspiration. Et trois, la maladie allégorique de cette paix européenne qui est en train de déchoir et qui est menacée par l'illusion de la race aryenne condensée dans la figure de Tadzio, la figure impeccable, abstraite, parfaite de Tadzio.